Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo en compagnie, en excellente compagnie de Baby Yoda, n'est-ce pas hein? Je l'ai mis là parce qu'il était sur le canapé. Je me suis dit pourquoi pas le mettre comme invité dans cette vidéo. Bref, on est là pour faire le bilan partie 1 du Cold Winter Challenge parce que à l'instant où je tourne cette vidéo, on est le 31 janvier. Il reste un mois. Oula. Il reste un mois pour le Cold Winter Challenge et j'ai déjà lu 9 livres sur les 18 ou 19 que j'avais prévus, je crois, en remplissant les catégories. Je ne pense pas tout lire d'ici la fin du mois de février, mais je pense quand même que j'aurai quelques lectures en plus, donc c'est pour ça que je vous fais le bilan en deux parties. Comme ça je vous parle déjà de ce que j'ai lu au mois de décembre et de janvier, et après je clôturerai avec les lectures du mois de février. Mais il y a eu de très très bonnes lectures, il y a eu d'excellentes lectures, il y a eu aussi des déceptions. Il y a un livre aussi que je vais vous présenter que j'hésite un peu à abandonner. Je sais pas encore trop si je vais encore lui donner sa chance, hein. Bon, on verra ça ensemble. En tout cas, je fais enfin mes devoirs de youtubeuse parce que l'année dernière, j'avais filmé une pile à lire, j'avais lu des livres et j'avais jamais fait de bilan. C'est-à-dire que vraiment, vous avez présenté des livres en mode voilà les gars, je vais lire ça, je vais lire ça. Il y avait des trucs vraiment génialissimes dedans et je n'ai jamais filmé le bilan. Cette année, je m'y prends même à l'avance, mois de janvier, avant la fin. Premier bilan, on fait les choses bien les gars. Une petite gorgée de thé et c'est parti. Je prends mon téléphone parce que je les ai marqués. Il y en a sur lesquels, franchement, je veux passer extrêmement vite. Parce que il y en a deux que j'avais mis dans mon top de 2021, donc mon bilan de l'année, mes meilleures lectures, etc. Je vous mets la vidéo dans le petit i, mais j'avais prévu de lire La deuxième époque de l'Assassin Royal et Anne de Redmond, et ce qui fait partie de mes meilleures lectures de 2021. Vraiment, la saga d'Anne de Green Gables, si vous n'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? L'Assassin Royal, franchement, est en train de se hisser à l'égal de Game of Thrones dans mes sagas de fantasy préférées. J'ai d'ailleurs... Il est là. Commencer le tome premier intégral des Aventuriers de la Mer, je suis à peu près à la moitié parce que j'ai trop hâte, faut que je lise les Aventuriers de la Mer avant de pouvoir repartir dans l'Assassin Royal deuxième époque, donc c'est vraiment génial, je vous conseille. Autre lecture sur laquelle je vais passer aussi rapidement mais qui était vraiment très sympa, c'était pas un coup de cœur malgré ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et l'engouement, l'attrait que j'ai pour cette jeune femme, et j'ai lu Les Strates de Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux que j'adore, je la suis sur Instagram, cette femme était incroyable, elle a un sens de l'humour, une autodérision, elle a un engagement qui est vraiment hyper agréable à suivre au quotidien, c'est un rayon de soleil. Elle a sorti Les Strates qui est en fait un journal intime de plein de petits épisodes de son enfance, de son adolescence, et il y a des petites histoires qui parfois durent sur une seule page, parfois des histoires qui durent sur plusieurs pages, on a des choses un peu drôles, on a des choses un peu tristes, il y a même des choses très compliquées à vivre j'imagine pour un enfant, mais puisque c'est Pénélope Bagieux, elle arrive à enrober ça dans quelque chose d'un peu plus léger et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. C'est pas un coup de cœur parce que personnellement j'ai pas pleuré, j'ai été très émue par certaines histoires mais voilà, c'était juste une excellente lecture. J'ai préféré d'autres œuvres d'elle, j'ai trouvé que voilà, Les Culottés, Sacrée Sorcière, c'était vraiment incroyable. Les Strates c'était très sympa. Je vous conseille si vous voulez quelque chose qui se lit vraiment extrêmement vite, sur une après-midi, quelque chose d'un peu cocooning, un peu émouvant, c'était une très bonne lecture. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet avec des livres que j'ai pas trop évoqués il me semble, sauf si ma mémoire est absolument nulle, mais j'en ai un là sous la main, c'est pas vraiment celui que j'avais prévu de lire pour le Cold Winter Challenge parce que j'ai avancé, mais là j'ai le tome 11 de 20th Century Boys, j'en étais au tome je crois 7, là c'est le tome 11 qui vient de sortir en janvier, je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Je me suis ruée dessus, je me suis ruée dessus, vous vous en doutez bien. Le tome 12 qui je pense est le dernier va sortir en mars. Mais vous savez que j'avais même pas capté que toute la saga était
pas encore terminé et publié en grand format comme ça chez Panini Manga. Et je lis le tome 10 et je me dis ok c'est le dernier. Et plus j'avance dans l'histoire, plus je me dis mais c'est bizarre là, il me reste vraiment très peu de pages et ça n'a pas du tout l'air d'un dénouement ce qui est en train de se passer. Je capte, il y a un tome 11, il y a une intégrale 11. Ok, l'intégrale 11 sort, moi je suis trop contente, je me rends chez le libraire, je l'achète et je me dis ok, je vais enfin avoir la fin de cette saga. C'est toujours pas la fin. Pareil, j'arrive et tout, vers les 20-30 dernières pages, je me dis mais on arrive quand même à la fin, ça se sent, il y a quand même un certain dénouement, mais j'ai pas le fin mot, et le 12, croisons les doigts, le 12 ce sera le dernier, mais c'est un tome 11, je peux pas trop vous en parler, toujours est-il que le premier tome en fait c'est une bande de potes qui ont plus ou moins gardé contact, mais voilà, ils traînaient énormément ensemble quand ils étaient petits, et ils se rendent compte que il y a des événements qui sont en train de se passer qui correspondent exactement à un espèce de livre de prophétie qu'ils avaient écrit quand ils étaient petits. Ils avaient une cabane secrète qui était dans un espèce de champ désaffecté, de terrain désaffecté plutôt, et ils avaient couvert, voilà, ils avaient fait un espèce de dôme couvert de feuilles, et ils écoutaient de la musique, ils regardaient des magazines, ils avaient fait leur carnet de prédiction. Au début c'est un robot qui vient pour détruire la Terre, et eux en fait ils s'imaginent comme les sauveurs du monde, les justiciers, et ils imaginent une histoire comme ça où une espèce de menace viendrait détruire la Terre et eux la sauveraient. Et à l'âge adulte, et ben bizarrement, c'est en train de se produire vraiment, mot pour mot. Il y a même un mec d'une secte qui reprend le logo qu'ils avaient imaginé quand ils étaient enfants. Ils ne savent pas qui est cette personne. Ils n'arrivent pas à deviner qui est cette personne. Elle a un masque, il est là, il se produit, il a une espèce d'aura très... comment dire, très surnaturel, voilà, il a une espèce d'aura très surnaturelle, et donc c'est leur quête pour savoir qui se cache derrière le fameux dirigeant de cette secte. Et donc tout va ensuite évoluer dans plein de directions différentes, vous vous en doutez bien. Naoki Urasawa est très doué pour construire vraiment des histoires en toile d'araignée qui partent un peu dans tous les sens et qui finissent par converger dans un espèce de centre. En fait on part de plein de petites histoires qui parfois n'ont l'air de rien avoir les unes avec les autres, des personnages secondaires, et en fait ils convergent. J'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu de longueur, franchement s'il fait 12 tomes, bah, par exemple je pense qu'il aurait pu en faire 11, je crois que c'était tome 8 ou 9, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur, qu'il se passait pas grand chose et qu'on tournait un peu en rond, et le tome 11 là, j'ai été assez déroutée par quelque chose qui s'est passé où ça m'a semblé un peu comme un Deus Ex Machina, c'est-à-dire que t'arrives à un point de l'intrigue et tu sais pas trop comment la faire évoluer, peut-être ou lui apporter le rebondissement nécessaire, et tu fais entrer en jeu, hop là, un personnage qu'on n'avait jamais vu avant et qui a une importance pas majeure, mais qui a une certaine importance dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que normalement Naoki Urasawa, en tout cas dans Monster, je fais genre je suis une experte mais c'est la seule autre saga que j'ai lu en entier de lui, j'ai trouvé que justement il se laissait pas aller à ce genre de facilité et que tout était construit de A à Z de manière très intelligente, très long terme. Et là j'ai fait ah ok, j'ai pas été convaincue, donc j'ai quand même hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. J'ai trouvé que le début était très prometteur, il y a un poil de longueur. Ensuite, autre livre, on change carrément de registre cette fois, mais autre livre que j'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, c'est Dégel de Julia Roberts. Non. Julia Roberts, n'importe quoi. Julia Phillips. Je savais que son nom de famille, c'était un genre de prénom à l'américaine. Donc j'ai lu Dégel de Julia Phillips. Alors, c'est une lecture très mitigée. Très mitigée, je sais pas trop quoi en penser. J'espère, comme souvent ça m'arrive quand je filme mes vidéos, j'espère qu'en en parlant, en vous en parlant, je vais réussir à mettre un peu d'ordre dans mes pensées. Toute l'histoire va se passer sur une péninsule russe qui s'appelle le Kamchatka, qui en gros, vous voyez, vous avez la Russie, et à l'extrémité droite de la Russie, donc au-dessus du Japon, vous avez une espèce de péninsule qui redescend comme ça, et en fait c'est cette partie-là. Je connaissais pas du tout, j'ai regardé des vidéos un peu sur Google pendant que je lisais le livre, et ça a l'air absolument magnifique, vraiment ça a l'air incroyablement beau. Tout ça pour dire que deux petites filles vont disparaître alors qu'elles sont en train de jouer au bord d'un lac. Et chaque chapitre va être décomposé en mois de l'année, donc je crois que les petites filles disparaissent en août, le chapitre suivant c'est septembre, octobre, novembre, et on fait comme ça le tour d'une année, même plus que ça. Il me semble qu'on fait un peu plus.
parce qu'il doit y avoir 15 chapitres, et en fait chaque chapitre est dédié à un personnage féminin différent. C'est-à-dire qu'on commence avec ces petites filles qui disparaissent. Ensuite, on va avoir l'histoire d'une adolescente qui voit un peu son quotidien bouleversé parce que sa mère a un peu peur qu'elle sorte, parce qu'il y a eu l'histoire de la disparition, il y a des policiers qui vont lui parler dans la rue en mode qu'est-ce que tu fais toute seule, voilà. Ensuite, on va passer encore sur une autre histoire d'une jeune femme, je sais pas, dont son mari est policier et a travaillé sur l'enquête. En fait voilà, c'est plein de destins féminins comme ça qui vont être reliés, impactés par la disparition de ces jeunes filles de plus ou moins près. Parfois c'est vraiment très direct, parfois c'est vraiment très lointain. Et c'est des destins qui sont très différents les uns des autres. C'est tous des femmes, mais elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas le même parcours de vie, elles n'ont pas les mêmes personnalités, elles ne sont pas de la même classe sociale. Et pourquoi je suis mitigée, c'est que c'était trop déprimant en fait, je pense. C'était très bien écrit, c'était hyper, je pense, véridique et vraiment révélateur de la condition de la femme et en Russie, mais aussi comment d'une manière universelle une femme peut se sentir perdue dans sa vie par rapport au choix qu'on a fait pour elle, par rapport au choix qu'elle a fait elle-même. Mais il n'y avait pas trop de destin heureux. Malheureusement, il n'y avait pas trop de femmes qui étaient épanouies, il y avait beaucoup de destins assez brisés, assez entravés. Vraiment des femmes qu'on se sentait qui avaient envie de hurler leur colère, leur frustration, leur tristesse au monde entier et qui retenaient tout à l'intérieur comme ça. Et vraiment de lire ce livre, à la fin, ça m'a mis dans un mood, j'avais pas trop envie d'y retourner en fait. Parce que j'avais quand même envie d'avoir une réponse, j'avais envie de savoir est-ce qu'on va savoir comment sont disparues ces deux sœurs, mais il n'y a pas une once de joie, il n'y a pas une once d'espoir. Le peu de douceur, j'ai l'impression qu'il y avait, était... par contraste ensuite balayé par quelque chose de plus horrible et ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu déstabilisée. C'est pour ça que je suis mitigée, je conçois à quel point le livre est objectivement bon, bien écrit, bien construit, une narration originale, une narration intelligente, vraiment le côté introspection hyper poussé parce qu'on est vraiment dans la tête de ces femmes à chaque fois qu'on les suit, donc il y a un côté introspectif hyper fort et en même temps j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas si différentes que ça, dans le sens où je trouve que l'autrice n'a pas réussi à les différencier assez pour qu'elles ressortent vraiment chacune. Et en plus elles avaient toutes des noms un peu russes en A, il y avait des moments où je savais qu'il y en avait une qui était citée dans l'histoire et on l'avait vue avant, je me souvenais plus à laquelle c'était. J'étais là en mode ok alors attends, Katia et... est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Je me rappelais plus trop, donc à la fin je me perdais un peu. Et si vous avez envie d'un thriller, ce qui a un peu fait penser à Quatrième de couverture, parce que je crois qu'ils disent que après la disparition, on va avoir plein de pièces de puzzle pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Il n'y a pas tant de pièces de puzzle que ça. C'est pas vraiment un puzzle où pièce par pièce ça s'imbrique, c'est vraiment un bloc. J'ai été assez déroutée. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre sur cette lecture. Je pense que ça peut plaire si vraiment vous cherchez quelque chose qui va au plus profond de la nature humaine, mais accrochez-vous parce que le côté déprimant, surtout en hiver quand il fait un temps absolument dégueulasse dehors, ça passe moyen. Alors pour le coup, un policier qui a été plutôt réussi au niveau lecture pour ma part, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Il me semble que dans ma palle, dans le résumé, j'avais dit n'importe quoi parce que j'avais raconté que c'était Evelyn Hardcastle qui allait mourir à la fin d'une journée et qui allait ressusciter chaque matin pour essayer de trouver son meurtrier et que voilà, elle allait continuer à revivre la même journée tant qu'elle n'avait pas trouvé. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en gros l'histoire commence par un mec qui se réveille complètement insomniaque, non, amnésique, complètement amnésique dans la forêt et qui pense voir un crime se produire dans la forêt, une jeune femme qui crie, un monsieur qui le pourchasse avec un couteau ou voilà, je sais plus trop. Il finit par retrouver son chemin vers une maison, il toque. Il se souvient pas trop de qui il est, mais les gens ont l'air de le reconnaître, etc. Donc il continue un peu sa vie, il essaye de retrouver un peu son passé. Il y a plein de choses un peu étranges qui se passent. Et de fil en aiguille,
il va finir par tomber nez à nez avec un homme vêtu d'une longue cape. Et vous savez, les chapeaux que les médecins avaient pendant la peste qui avaient des longs becs, comme ça, des super longs becs qui font un peu peur. Il va tomber sur un homme comme ça qui finalement en fait va lui dire « Vous êtes emprisonné dans une espèce de boucle où vous allez prendre la peau d'un hôte chaque jour pendant 7 jours et vous devez à la fin me dire qui a tué Evelyn Hardcastle. Et si vous n'y arrivez pas, j'efface vos souvenirs, floup, vous recommencez et vous recommencez à l'infini, jusqu'à ce que vous trouviez qui a tué Evelyn Hardcastle. En gros, c'est ça. Lui doit trouver qui l'a tué, tout en ayant des ennemis aussi sur place. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Vraiment. Là comme ça, on se dit bon bah le mec prend juste la peau d'un gars, il enquête, bim bim, il finit sa journée, machin. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein d'allers-retours, il y a plein de changements de personnages, il y a des trucs un peu what the fuck. Et je pense qu'il y a même des choses où si vraiment on se pose, vraiment un moment, on fait sur le papier le cours des événements et on essaye de voir si tout est cohérent. Il y a peut-être des trucs qui sont pas si logiques que ça dans le livre, mais franchement, c'est grave un page-turner. Malgré les côtés un peu bizarres de l'histoire et les voyages dans le temps, les allers-retours, les choses un peu fantastique, enfin il y a un côté très fantastique en fait. C'est un thriller qui a une toute petite pointe d'imaginaire parce qu'il y a des choses qui seraient clairement pas possibles dans la réalité. Bon bah rien que de toute façon être piégé, avoir son âme piégée dans une espèce de boucle temporelle, bon c'est pas trop possible. Mais c'était hyper sympa, c'est pas transcendant dans le sens où je m'en souviendrai parce que l'histoire est très originale, j'avais encore jamais lu quelque chose comme ça. Après, on se dit pas oh mon dieu, quel génie quand on lit. Mais on se dit quand même c'est bien joué, c'est vraiment bien joué. Je pense qu'il a fallu fournir un travail considérable pour faire en sorte que cette histoire c'est un minimum plausible sans trop perdre le lecteur mais en continuant dans sa vibe de je joue avec le temps, je joue avec différents personnages. C'était un travail colossal je pense à faire et à mon avis ces bêta lecteurs ont dû s'accrocher pour essayer de capter les coquilles temporelles ou logiques qui ont pu se glisser dans le roman. Mais voilà, que dire d'autre, c'est une lecture parfaite selon moi pour l'été. Vous avez envie d'un livre qui se dévore en extérieur, à la plage, vraiment juste vous poser, c'est un livre absolument génial, c'est vraiment le page-turner des vacances, au bord de la piscine, au bord de la mer, et je ne peux que vous recommander ce livre si vraiment vous êtes adepte de suspense, de vibe très Agatha Christie en fait, mais en juste plus élaboré, un peu plus fantastique, et sans Hercule Poirot. Avant-dernière lecture... Alors c'est tout à fait faux, je ne sais pas compter. Ce n'est pas l'avant-dernière lecture, mais l'avant-avant-dernière, puisqu'il en reste encore 2 après celle-là. De ce premier volume de mon bilan du Cold Winter Challenge, c'est Demain de Damien Diben. C'est donc l'histoire de Demain. Demain, c'est lui, c'est ce chien, qui en fait va subir la disparition de son maître. Mais attention, la disparition n'a pas n'importe quelle conséquence puisque Demain est un chien immortel. Son maître, entre autres casquettes, c'est un alchimiste. Il a réussi en fait à extraire une substance qui permettrait à la personne qui en profite de vivre éternellement. Donc son maître est immortel, il a fait subir le même sort à son chien, donc Demain est immortel, et l'histoire commence au début quand ils sont encore ensemble. Demain est encore un chiot, on est au XVIIe siècle je crois, au tout début. Au début des chapitres, dans tous les cas, vous avez la temporalité et le pays, c'est ça. Le prologue commence en 1602 au Danemark, et en général avec les chapitres, on va alterner entre des périodes où Demain était avec son maître, donc au XVIIe siècle, et ensuite des périodes où Demain a perdu son maître et essaye de le retrouver au XIXe siècle. Parce que ensuite, il est à Venise, on le retrouve à Venise, ça fait déjà 127 ans, donc ça fait une plombe, ça fait vraiment très longtemps qu'il est tout seul. Ça fait 127 ans que son maître lui a dit si jamais on se perd, on se retrouve sur les marches de l'entrée de la basilique de Venise. Ça fait 127 ans que Demain il va tous les jours pour attendre son maître au cas où, on sait jamais s'il revient. C'est vraiment très triste, c'est très touchant.
Et en fait tout le livre est sa quête pour retrouver en fait tout simplement son maître, essayer de retrouver où est-ce qu'il a bien pu aller, parce que Demain et son maître étaient tellement comme ça, très fusionnels, et Demain est persuadé que son maître aurait jamais pu l'abandonner et qu'il lui est forcément arrivé quelque chose. Mais il sait pas où chercher quoi. Au début, il est là tout perdu. Le monde est vaste, il sait pas où pourrait être son maître. Et l'écriture était extrêmement belle, vraiment très très jolie. Je suis très étonnée de la plume de Damien Dibène parce qu'elle est quand même très travaillée. On a beaucoup de descriptions, on est dans une période où en plus la culture est très vaste, la culture est très riche. J'ai trouvé que ça ressortait énormément au niveau de la plume. C'est vraiment le genre de livre où pendant que vous êtes en train de lire, vous vous dites franchement bien joué parce que le travail de la langue, le travail de l'écriture est très très réussi, vraiment très beau. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que Demain ressemble pas vraiment à un chien. Donc ok, son maître est un peu aristocrate, il a grandi, évolué dans beaucoup de grandes cours de France, d'Europe, du monde entier même avec son maître. Donc c'est un chien qui se tient. Tout le monde dit qu'il a un port très altier, qu'il a l'air très noble en fait. Mais il est peut-être un peu trop noble parce que il a vraiment aucune des réactions, aucun des instincts qu'un chien devrait avoir. Et ça, je trouvais ça un peu dommage parce que on a l'impression d'avoir un humain, parce qu'on est dans sa tête en fait, donc on a l'impression d'avoir les pensées d'un humain qui a juste perdu en être cher. On n'a pas trop l'impression d'avoir les pensées d'un chien qui a perdu son maître, même quand il se comporte avec les autres chiens, parce que voilà, au cours de ses aventures, il va croiser d'autres semblables, et ils se considèrent pas du tout comme eux. Eux ils sont vraiment soumis à leurs instincts animaux, lui il est bien au-dessus de ça, il mange pas de viande et tout, enfin bref. Je trouvais ça un peu dommage parce que quel est l'intérêt de mettre un chien, de l'humaniser à ce point-là? Je trouvais que c'était un peu... pas dommage, mais pas exploité en fait. C'est quand même un chien. Il fait pas des trucs de chien. Donc voilà, ça m'a un peu manqué et je pense que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Et que c'était juste une bonne lecture. Et j'ai trouvé aussi à la fin, il y avait un peu des longueurs parce que on a un peu le dénouement qui se profile, on devine comment ça va se finir, mais ça met du temps à arriver. Donc quand à un moment on se dit bon, c'est bon, là je capte un peu tous les rouages de l'intrigue, bon mets-moi-y quoi. Là c'était un peu long, un tout petit peu long. Mais c'était une très belle histoire, c'était plein d'amour, de tendresse, de fidélité, de loyauté, il y a beaucoup de beaux sentiments. Il y a des très belles descriptions de toutes les cours d'Europe, vraiment magnifiques. On passe beaucoup de temps en Italie et ça c'est vraiment très chouette parce que pour avoir visité certaines des villes qu'il décrit et cite dans son livre, j'ai trouvé que ça portait vraiment hommage, vraiment ça rendait hommage à toutes ces belles villes italiennes, à cette architecture italienne qui est absolument somptueuse, incroyable. Il y a toute une réflexion autour du temps, autour de l'immortalité. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'en fait, le maître de Demain, quand tu lui as fait ce cadeau de l'immortalité, est-ce que c'était vraiment un cadeau? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Est-ce que c'est pas plutôt une malédiction? On a un peu les deux côtés qui sont abordés dans ce récit. On a vraiment le côté où c'est un don de la nature qui t'est donné, un don de la science puisque c'est grâce à l'alchimie, et le côté où c'est une malédiction pour quelqu'un qui n'arrive pas à gérer cette immortalité parce que quand tu vis pour toujours, plus rien n'est éphémère, plus rien n'est temporaire et en fait tout perd de sa saveur pour certains. Donc c'était une très belle réflexion autour de ça. C'est pas une réflexion nouvelle, on l'a déjà vu dans beaucoup de livres, mais elle est très bien traitée. Ça n'a pas rempli toutes les promesses auxquelles je m'attendais, et pour moi les promesses qui étaient quand même un minimum faites, c'est pas juste dans ma tête. Mais la plume de Dibène, je retiens parce que je me pencherai sur ces autres ouvrages. Et comme d'habitude, quand on tourne une vidéo, son thé devient froid. Je vais ensuite vous présenter un livre d'un auteur qu'on ne présente plus justement, puisque j'ai lu le tome 3 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc qui est la 8e fille. Alors l'histoire commence avec un mage qui rentre dans une maison parce qu'il vient d'avoir une naissance, et si je me souviens bien, quand on est le 8e fils d'un 8e fils, et bien en fait on est dédié à devenir mage,
il y a un mage qui arrive, qui s'apprête en gros à mourir et qui va transmettre son pouvoir au 8e fils du 8e fils, au nouveau-né. Et donc voilà, le mage arrive, touc, il fait son petit travail, il fait son petit taf, il se pose, il donne son bâton de mage, il transmet ses pouvoirs, il disparaît. Et Mémé sur du temps, qui vient de donner naissance... Bon, j'ai encore dit n'importe quoi. Je précise que c'est pas Mémé Cire du Temps qui a donné naissance à l'enfant. Mémé Cire du Temps, c'est la grand-mère du bébé. Elle a juste, en gros, joué le rôle de sage-femme. Au nouveau-né, lui dit qu'en fait c'est une petite fille. Et donc le mage vient de faire mage une fille. Le problème c'est que les filles, dans les annales du Disque Monde, normalement elles deviennent pas mages, elles deviennent sorcières. Les sorcières c'est des filles et les garçons c'est des mages. Et donc cette petite fille va grandir, elle va être élevée par Mémé Cire du Temps, qui est elle-même une sorcière, et donc elle va avoir un peu le meilleur des deux mondes, et elle va décider que si, elle aimerait bien devenir mage quand même, parce que ça a l'air quand même sympa. La petite fille donc s'appelle Escarina, et oui je viens d'aller vérifier parce que je m'en souvenais plus. Escarina va donc faire tout son apprentissage auprès de Mémé Cire du Temps. Mémé Cire du Temps, elle est extrêmement drôle, elle est très cynique, très dynamique, elle nous balance des petites punchlines H24, elle aime bien la tradition, elle aime bien faire les petites choses dans son coin comme ça a toujours été fait, elle aime pas trop qu'on vienne bouleverser les choses, et elle est pas trop pour que sa petite fille devienne mage, mais au bout d'un moment, elle va se dire qui va m'interdire, qui va lui interdire, on s'en fout. Elle va la suivre dans ses petites aventures, c'est les annales du Disque Monde, donc évidemment, il y a des choses invraisemblables qui se passent tout le temps. Vraiment, c'est rebondissement sur rebondissement, action sur action, c'est hyper jouissif. En fait, c'est ça, les lectures de l'annale du Disque Monde, c'est jouissif. Parce qu'il n'y a pas de limite, et en même temps, on va traiter de sujets qui sont plus profonds que ça n'en a l'air, parce que par exemple, il y a le côté où t'es une petite fille, tu peux faire ça, et t'es un garçon, tu dois faire ça, donc il y a le côté très dénonciation de tous les codes du genre. Il y a plein de codes de la sorcellerie qui sont repris et tournés en dérision, par exemple, Mémé Cire du Temps va devoir... voler sur un balai à un moment, ce qu'elle déteste. Elle est dégoûtée parce que elle a la police, elle a pas trop de rides, elle est plutôt mince et grande. Elle est dégoûtée parce que elle adorerait avoir un nez crochu et avec une verrue et tout. Elle a prié tout le temps, toute sa jeunesse pour en avoir une, et malheureusement elle ressemble à une femme normale alors qu'elle aimerait ressembler à une vraie sorcière. Enfin, c'est vraiment... très décalé, c'est du Terry Pratchett. C'était mon préféré pour l'instant, celui-là, la 8e fille, parce que c'était le plus drôle tout en restant dans quand même une intrigue directrice. Les autres partaient un peu plus dans tous les sens, alors que là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se tenait un peu plus et c'est un peu moins déroutant quand on se lance dans l'histoire, parce que parfois ça peut vraiment être comme un feu d'artifice d'absurde, d'imagination, de rocambolesque, enfin c'est vraiment un monde à part entière. Et enfin, on finit par mon peut-être abandon, parce que le challenge dure encore un mois, je ne sais pas si je vais finir ce livre, je l'ai commencé, j'ai lu le premier tiers je pense, mais je suis dans l'hésitation. C'est donc Pluie Noire de Masushi Ibuse qui nous raconte l'histoire en fait d'une jeune fille qui aurait été touchée par la pluie noire qui s'est abattue sur les villes autour de Hiroshima et Nagasaki après l'explosion des bombes atomiques. Il y a la réputation que cette jeune fille a été touchée par la pluie noire et qu'elle est donc contaminée. Or, elle désirait se marier et il y a l'entremetteuse, il me semble, qui aimerait vérifier si cette rumeur est vraie et qui demande les journaux de l'oncle de cette jeune fille pour vérifier si oui ou non elle a bien été contaminée, etc. Et en fait, on va retracer ce qui s'est passé entre l'explosion des bombes, où est-ce que nos personnages principaux étaient, et leur retour chez eux, leur survie dans cet enfer. Et le dit comme ça m'intéressait vraiment grandement. Je sais qu'il y a un film qui est sorti, donc peut-être que je le regarderai. Et en fait, ce qui m'a gênée, c'est le côté très autopsie. Et l'une de vous me l'a dit en commentaire que c'était vraiment comme une autopsie médicale, avec un côté très clinique. Il me semble que c'est le mot que la personne avait utilisé. Et c'est vraiment ça. On va décrire des choses qui sont vraiment
horribles dans des lieux, sur des scènes d'horreur avec des gens qui étaient très proches de... Voilà, des endroits où la bombe a explosé. Et vraiment, il y a beaucoup de morts, beaucoup de violence, beaucoup de désespoir, beaucoup de pertes. On revit ça à travers les journaux de l'oncle. Donc, il va expliquer ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, d'un point de vue totalement détaché. Il ne va jamais dire « j'ai ressenti ça, là c'était horrible, là il y avait telle émotion ». Non, ça va être « ce petit enfant s'accroche à moi, il pleure parce qu'il a perdu son frère ». Ok. Je vois des corps sans vie dans le bas-côté. Ok. Et ce côté hyper détaché et ce côté très clinique, ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Et je comprends le pourquoi du comment. C'est ces journaux, le but c'est raconter voici ce qui s'est passé dans ma journée, voici ce que j'ai vu, voici les actions, voici qui j'ai croisé, voici ce qu'on a fait. C'est pas un journal intime où on dit oh j'ai ressenti ça, ça m'a donné un coup au cœur, j'ai eu envie de vomir ou machin. Donc c'est cohérent. Je critique pas du tout la construction du récit, je critique pas du tout l'histoire, simplement qu'en fait c'était tellement dur à lire. Le fait que je sois dégoûtée de ce livre, tellement il est dur à lire et tellement le côté aseptisé m'a donné froid dans le dos, peut-être que c'est ce que l'auteur voulait, peut-être que c'est ça qui était recherché comme effet. Mais c'est vrai que je l'ai lu à un moment où c'était pas trop ce dont j'avais envie, c'était un de mes tout premiers livres en plus je crois du Cold Winter Challenge, donc je sais pas encore si je vais avoir la foi de le finir là pour la fin du mois. Si franchement c'est le cas, bah du coup je vous en parlerai pour le deuxième volume de ce bilan. Je sais pas, vraiment je suis bloquée, je suis vraiment bloquée. Face à ce livre, je n'ose pas y retourner. C'en est tout pour ce premier volume du bilan de Cold Winter Challenge. Je suis quand même contente parce que pour l'instant j'ai lu la moitié des livres que je m'étais fixé et je pense en lire encore, allez, 4-5, encore 4-5 je pense d'ici la fin du mois. Il y en a que je lis pas parce que je les ai pas avec moi et je sais pas quand je les récupérerai. C'est un peu l'inconvénient d'être entre deux bibliothèques, n'est-ce pas? Mais je suis plutôt contente des lectures que j'ai faites sans être non plus absolument enthousiaste. En sens, il y avait des très bonnes lectures, mais c'est vrai que j'ai pas eu de coup de cœur. Il y avait plus des certitudes, parce que Anne de Redmond et l'Assassin Royal, j'étais absolument certaine de les adorer et je les avais vraiment mis dans le sens où dans tous les cas je savais que j'allais les lire dans le mois, donc autant les mettre dans le Cold Winter Challenge. Et les autres je m'étais plutôt voilà, laissé porter, laissé tenter par plein de livres que j'avais pas trop vu circuler, dont on parlait pas vraiment, donc je m'étais dit c'est l'occasion du challenge pour voilà, les sortir de ma palle ou me les offrir. Mais voilà, bon, j'ai pas été inspirée plus que ça. Voilà, c'était pas les meilleures lectures de ma vie, mais bon, hein, ça arrive. On peut pas que faire d'excellentes lectures, il n'y a pas que des coups de cœur dans la vie. Heureusement, le mois de janvier, ce que j'ai lu en dehors du Cold Winter Challenge, ça a été absolument génial. Vraiment, je vous laisse aller voir mon dernier plan lecture. On est sur de la pépite, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que votre Cold Winter Challenge donne actuellement. Est-ce que vous avez tendance à faire des pales que vous ne suivez pas ? Oui, je vous vois et j'en fais un peu partie. Ou est-ce qu'au contraire vous êtes au taquet? Dites-moi en commentaire ce que ça donne et peut-être quelle a été votre meilleure lecture pour l'instant. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une excellente fin du Cold Winter Challenge si vous le faites. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.